Élise, tu dois y aller. Ces mots résonnèrent dans l'atelier de couture comme une sentence. Élise Laurent leva les yeux de l'ourlet qu'elle terminait, ses doigts fins encore enroulés autour du fil doré. Sa tante Marguerite se tenait dans l'embrasure, tenant une enveloppe d'un papier si épais qu'il semblait presque royal. « Tante Marguerite, tu sais bien que je ne peux pas... Écoute-moi d'abord. » La voix de sa tante avait cette autorité douce qui ne souffrait aucune contradiction. Madame Dubois, de la Chambre de commerce, a appelé ce matin. Ils ont besoin de quelqu'un pour représenter les artisans d'Aubenas au gala de bienfaisance de Lyon. Quelqu'un qui comprenne vraiment ce que signifie créer avec ses mains. Élise posa délicatement son ouvrage sur la table. À 26 ans, elle avait appris à lire entre les lignes des intentions de sa tante. Depuis que ses parents étaient morts dans cet accident de voiture, 15 ans plus tôt, Marguerite avait été plus qu'une tutrice. Elle était devenue sa guide, sa confidente, son ancre dans un monde qui parfois semblait trop vaste pour une orpheline d'Aubenas. « Un gala à Lyon !» murmura Élise, comme si elle goûtait ces mots étrangers. « Tu sais que je n'ai jamais mis les pieds dans ce genre d'événement. » Justement. Marguerite s'approcha, ses pas résonnant doucement sur le parquet ciré de l'atelier. « Tu es authentique, Élise. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, toi, tu es vrai. » L'atelier baignait dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Des étoffes de toutes les couleurs pendaient des cintres, créant un arc-en-ciel de textures et de nuances. C'était ici qu'Élise avait grandi, entre les machines à coudre et les mannequins, apprenant que chaque couture racontait une histoire, que chaque pli avait sa raison d'être. « Mais regarde-moi, tante Marguerite. » Élise lissa sa robe simple, un modèle qu'elle avait confectionné elle-même dans un tissu de coton fleuri. « Je ne suis qu'une assistante de fleuriste. Que vais-je faire au milieu de tous ces gens importants ? Tu vas leur montrer que l'élégance ne se mesure pas au prix d'une robe, mais à la grâce avec laquelle on la porte. » Marguerite s'assit sur le petit tabouret près de la fenêtre, celui où elle s'installait toujours pour les conversations sérieuses. « Ton grand-père disait toujours que la vraie classe, c'est de rester soi-même, peu importe où l'on se trouve. » Élise sentit une bouffée d'émotion monter en elle. Elle ne se souvenait que vaguement de ses grands-parents, mais les histoires de Marguerite les avaient rendus vivants dans son cœur. Son grand-père, tailleur de son état, avait habillé les notables de la région avec une fierté tranquille. Sa grand-mère, modiste, créait des chapeaux qui faisaient se retourner les dames sur leur passage. « D'accord, » dit-elle finalement, surprenant même sa propre voix. « J'irai, mais je n'ai rien à me mettre pour un événement pareil. » Le visage de Marguerite s'illumina d'un sourire mystérieux. « Laisse-moi m'occuper de cela, j'ai une idée. » Le lendemain matin, Élise se rendit à la floriculture des pétales d'or comme tous les jours depuis 3 ans. Madame Rousseau, la propriétaire, l'accueillit avec son sourire habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Alors, notre petite Élise va représenter Aubenas dans la capitale !» s'exclama-t-elle en arrangeant les roses fraîches dans leur présentoir. « Toute la ville ne parle que de ça. » Élise rougit. Elle avait espéré que la nouvelle resterait discrète, mais dans une ville de 8000 habitants, les secrets avaient une durée de vie très courte. « Ce n'est qu'un gala, Madame Rousseau. »« Qu'un gala ?» La fleuriste s'interrompit dans son travail. « Ma chère enfant, c'est le gala de l'année. Tout le gratin de la région Rhône-Alpes y sera. Des entrepreneurs, des artistes, des personnalités. Et toi, tu vas les représenter tous. » Élise passa la matinée à préparer les commandes. Mais son esprit vagabondait. Elle imaginait les salons luxueux, les robes somptueuses, les conversations sophistiquées. Comment allait-elle s'intégrer dans ce monde? En fin d'après-midi, elle retourna chez sa tante. Marguerite l'attendait dans le salon, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ferme les yeux », dit-elle. Élise obéit, sentant une excitation mêlée d'appréhension monter en elle. Elle entendit des froissements de tissu, des pas discrets. « Tu peux regarder. » Élise ouvrit les yeux et eut le souffle coupé. Devant elle, suspendue à un cintre ancien, se trouvait une robe d'un bleu profond, presque nuit. Le tissu semblait capturer la lumière et la renvoyer en reflets subtils. La coupe était classique, intemporelle, avec des manches 3/4 et un décolleté sage, mais élégant. « Elle est magnifique », murmura Élise, n'osant pas la toucher.
Elle appartenait à Madame Clemenceau, tu sais, la veuve du notaire. Elle me l'a prêtée quand je lui ai expliqué la situation. Cette robe a dansé dans les plus beaux salons de Lyon, dans les années 60. Élise s'approcha lentement. Le tissu était d'une qualité exceptionnelle, mais elle pouvait voir qu'il n'était plus tout à fait à la mode. Les détails, les finitions, tout parlait d'une époque révolue. Tante Marguerite, elle est belle, mais elle fait un peu démodée, tu ne trouves pas? Démodée? Marguerite caressa le tissu avec tendresse. Ma chère enfant, cette robe a une âme. Elle a vécu, elle a aimé, elle a dansé. Que peut-on demander de plus à une toilette? Ce soir-là, Élise l'essaya. La robe lui allait comme si elle avait été taillée pour elle, épousant parfaitement ses formes sans être trop ajustée. Dans le miroir de la chambre, elle ne se reconnaissait pas. Cette version d'elle-même semblait sortir d'un autre temps, d'un monde où l'élégance avait d'autres codes. « Tu es éblouissante », murmura Marguerite depuis le seuil. Élise tourna sur elle-même, le tissu virevoltant autour de ses jambes. Pour la première fois, depuis qu'elle avait accepté cette invitation, elle se sentait prête. Peut-être que cette robe, avec son histoire et sa dignité tranquille, saurait lui donner la confiance qui lui manquait. « Merci, tante Marguerite. N'oublie jamais, ma chérie, ce n'est pas la robe qui fait la femme, c'est la femme qui fait la robe. » Le train pour Lyon filait à travers les paysages vallonnés de l'Ardèche et Élise regardait défiler les vignobles dorés par le soleil d'automne. Sa valise en cuir usé reposait sur le porte-bagages au-dessus d'elle, contenant la robe bleue soigneusement pliée dans du papier de soie que sa tante avait récupéré d'une ancienne commande. « Première fois à Lyon ?» demanda sa voisine de compartiment, une dame d'âge mûr, aux cheveux argentés impeccablement coiffés. « Oui, » répondit Élise en se tournant vers elle. « J'y vais pour un gala de bienfaisance. »« Ah, vous devez parler du gala de la Fondation Esperanza. » Les yeux de la dame s'illuminèrent. « Mon mari et moi y assistons chaque année. C'est un événement magnifique, très select. Vous connaissez quelqu'un là-bas ?» Élise sentit une pointe d'inquiétude. « Je représente les artisans d'Aubenas. C'est ma première fois dans ce genre d'événement. Comme c'est charmant. » La dame la regarda avec un mélange de curiosité et de bienveillance. « Vous verrez, l'ambiance est très raffinée. Beaucoup de personnalités importantes du monde des affaires, des arts, le gratin lyonnais, comme on dit. » Le train s'arrêta en gare de Lyon-Pardieu et Élise fut immédiatement frappée par l'ampleur de la ville. Les buildings de verre et d'acier se dressaient autour d'elle, créant un contraste saisissant avec les collines boisées qu'elle venait de quitter. Les gens marchaient d'un pas pressé, leurs vêtements impeccables, leurs visages concentrés sur des téléphones ou des tablettes. Elle héla un taxi qui la conduisit vers l'hôtel modeste qu'elle avait réservé près du centre-ville. La chambre était petite mais propre, avec une vue sur une rue animée, bordée de boutiques et de cafés. Élise posa sa valise sur le lit et regarda l'heure. Il était 15 heures. Le gala commençait à 19 heures au palais de la Bourse. Elle décida de se promener dans la ville pour calmer son anxiété. Les rues du vieux Lyon l'enchantèrent avec leurs traboules mystérieuses et leurs façades Renaissance. Sur la place Bellecour, elle s'assit sur un banc et observa les passants. Tout le monde semblait avoir une destination précise, une mission importante. Un groupe de femmes élégantes passa près d'elle, discutant du gala de ce soir. « Tu as vu qui sera là ce soir ?» disait l'une d'elles, une brune aux cheveux parfaitement lissés. Mathis Delacroix en personne. « Le PDG de Delacroix Industries », répondit une autre. « Je pensais qu'il ne participait jamais à ce genre d'événement. Apparemment, sa société est un des principaux sponsors cette année. Il paraît qu'il a complètement révolutionné l'industrie du luxe en France. Et il est si beau et si mystérieux. Personne ne l'a jamais vu avec une compagne officielle. » Élise écouta leur conversation s'éloigner, se demandant qui était cet homme qui semblait fasciner tout le monde. Elle n'avait jamais entendu parler de Delacroix Industries, mais le nom avait une sonorité impressionnante. De retour à l'hôtel, elle commença à se préparer. Elle prit une douche, se lava les cheveux et les laissa sécher naturellement en boucles souples. Sa tante lui avait prêté un collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère, et elle le passa autour de son cou. Les perles étaient un peu jaunies par le temps, mais elles avaient une beauté authentique qui la rassura. Quand elle enfila la robe bleue,
Elle se regarda longuement dans le petit miroir de la salle de bain. Le tissu tombait parfaitement, créant une silhouette élégante et féminine. Elle avait choisi des chaussures simples mais raffinées, des escarpins noirs à petits talons qu'elle avait achetés pour l'enterrement de Madame Petit, l'ancienne institutrice du village. « Tu peux le faire, Élise », se dit-elle à voix haute. « Tu représentes tous les artisans d'Aubenas. Pense à Monsieur Fournier et ses meubles sculptés, à Madame Delorme et ses confitures, à tous ceux qui créent avec leurs mains. » Elle appliqua un peu de rouge à lèvres rose pâle, la seule couleur qui ne la faisait pas paraître trop apprêtée, et glissa dans son petit sac noir sa carte d'identité, un peu d'argent et son téléphone portable. Le taxi qui l'emmena vers le palais de la Bourse traversa des quartiers de plus en plus prestigieux. Les façades haussmanniennes se succédaient, ponctuées de boutiques de luxe aux vitrines scintillantes. Élise aperçut des femmes en robes somptueuses descendre de voitures avec chauffeur, leurs bijoux étincelants sous les lumières de la ville. Le palais de la Bourse se dressait devant elle, imposant et majestueux. Des projecteurs éclairaient sa façade néoclassique et un tapis rouge s'étendait depuis l'entrée principale. Des photographes étaient positionnés de chaque côté, leurs flashs crépitant à chaque arrivée remarquée. Élise paya le taxi et se retrouva debout sur le trottoir, sa petite pochette serrée contre elle. Autour d'elle, des couples élégants se dirigeaient vers l'entrée, les femmes en robe de créateurs, les hommes en smoking impeccable. Elle prit une profonde inspiration et commença à marcher vers l'entrée. « Bonsoir, mademoiselle », dit l'hôtesse à l'accueil, une jeune femme blonde au sourire professionnel. « Votre nom, s'il vous plaît ?»« Élise Laurent. Je représente les artisans d'Aubenas. » L'hôtesse consulta sa liste, trouva son nom et lui tendit un badge élégant. « Parfait, vous êtes à la table numéro 12. L'ascenseur pour le grand salon est au fond du hall. » Élise s'avança dans le hall somptueux, ses pas résonnant sur le marbre poli. Un grand escalier de marbre blanc s'élevait vers les étages, orné de rampes en fer forgé doré. Des lustres en cristal dispensaient une lumière chaude, et des arrangements floraux gigantesques ornaient chaque recoin. Elle monta les marches lentement, prenant le temps d'admirer les détails architecturaux. Arrivée au premier étage, elle entendit le murmure des conversations et le tintement des verres. Une double porte en bois sculpté s'ouvrait sur le grand salon. Élise s'arrêta sur le seuil, éblouie par la magnificence de la salle. Des centaines de personnes en tenue de soirée circulaient entre les tables rondes dressées avec une élégance parfaite. Le plafond à caissons était orné de dorures et de gigantesques fenêtres offraient une vue sur la Saône scintillante. Elle prit une nouvelle inspiration et franchit le seuil. Son aventure commençait vraiment maintenant. Élise avança dans le grand salon, cherchant la table numéro 12. Les conversations se mêlaient autour d'elle, créant une symphonie de voix sophistiquées ponctuées de rires cristallins. Elle croisa des regards curieux, certains bienveillants, d'autres plus scrutateurs. « Excusez-moi », dit-elle à un serveur en smoking qui passait avec un plateau de champagne. « Pourriez-vous m'indiquer la table 12 ?»« Bien sûr, mademoiselle. Suivez-moi. » Il la guida à travers la foule jusqu'à une table située près des grandes fenêtres. Élise reconnut immédiatement Madame Dubois, la présidente de la chambre de commerce d'Aubenas, qui lui fit un signe de la main. « Élise, ma chère enfant, vous êtes magnifique !» s'exclama Madame Dubois en se levant pour l'embrasser. « Venez, je vais vous présenter aux autres convives. » Autour de la table se trouvaient des représentants de diverses associations artisanales de la région. Monsieur Garcin, potier à Saint-Péret, Madame Verlaine, tisserande à Privas, et plusieurs autres artisans accompagnés de leurs conjoints. Élise se sentit immédiatement plus à l'aise en leur compagnie. « Regardez-moi cette assemblée », murmura Madame Verlaine, en désignant discrètement les autres tables. « On se croirait dans un magazine de mode. » Élise suivit son regard et observa les invités. Les femmes portaient des robes de créateurs aux couleurs vives ou au noir profond, ornées de sequins, de dentelles précieuses ou de broderies sophistiquées. Leurs bijoux étincelaient sous les lustres, et leurs coiffures étaient des œuvres d'art en elles-mêmes. « Votre robe est très élégante, » dit M. Garcin à Élise. « Elle me rappelle les toilettes de ma grand-mère. »
Il y a quelque chose d'intemporel dans cette simplicité. Merci, répondit Élise, touchée par le compliment. Elle appartenait à madame Clemenceau, d'Aubenas. Pendant qu'il parlait, Élise remarqua que plusieurs femmes aux tables voisines la regardaient avec insistance. Deux d'entre elles, particulièrement élégantes, chuchotaient en la désignant du regard. « Vous avez vu cette robe ?» dit l'une d'elles, assez fort pour qu'Élise l'entende. « On dirait qu'elle sort d'un vide-grenier. »« Chut, Isabelle !» répondit sa compagne. « Elle va t'entendre. » Et alors ? La première femme, une rousse aux cheveux relevés en chignon sophistiqué, haussa les épaules. « Nous sommes au gala de la Fondation Esperanza, pas à une soirée de village. » Élise sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux vers sa robe, soudain consciente de chaque détail qui la distinguait des autres toilettes présentes. Le tissu, bien que de qualité, n'avait pas l'éclat moderne des soies contemporaines. La coupe, malgré son élégance, appartenait à une autre époque. « Ne faites pas attention à ces pains bêches », chuchota madame Dubois à son oreille. « Vous êtes parfaite comme vous êtes. » Mais le mal était fait. Élise se sentait maintenant observée, jaugée, trouvée inadéquate. Elle prit une gorgée de champagne pour se donner une contenance et essaya de se concentrer sur la conversation de sa table. Le maître de cérémonie monta sur l'estrade installée au fond de la salle. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala annuel de la Fondation Esperanza. Ce soir, nous célébrons non seulement la générosité de nos donateurs, mais aussi l'excellence artisanale de notre région. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la salle. Élise remarqua que les serveurs commençaient à disposer les entrées sur les tables. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Monsieur Mathis Delacroix, PDG de Delacroix Industries, notre sponsor principal. Tous les regards se tournèrent vers une table située au centre de la salle. Élise suivit le mouvement général et aperçut un homme en smoking noir qui se levait légèrement pour saluer l'assemblée. Même à distance, elle pouvait voir qu'il était grand, avec des cheveux bruns légèrement ondulés et un port altier. « Il est encore plus beau en vrai », murmura une femme à la table voisine. « Et si mystérieux », ajouta sa voisine. « Personne n'arrive jamais à l'approcher lors de ces événements. » Élise l'observa avec curiosité. Mathis Delacroix avait quelque chose de magnétique, même vu de loin. Il saluait poliment les personnes qui l'entouraient, mais son expression restait distante, presque froide. On aurait dit qu'il était physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Le dîner commença dans une atmosphère raffinée. Les conversations roulaient sur les dernières acquisitions d'art, les voyages de luxe, les projets philanthropiques. Élise écoutait plus qu'elle ne parlait, fascinée par ce monde dont elle découvrait les codes. « Et vous, mademoiselle Laurent ?» lui demanda soudain un homme assis à la table voisine qui s'était penché vers elle. « Vous travaillez dans quel secteur ?»« Je suis assistante dans une floriculture à Aubenas », répondit-elle simplement. Un silence gêné s'installa brièvement. L'homme hocha la tête avec un sourire poli, mais ne relança pas la conversation. « Fleuriste », entendit-elle chuchoter, « comme c'est pittoresque ». Élise sentit une nouvelle vague d'embarras la submerger. Elle avait l'impression d'être un spécimen exotique dans ce zoo doré. Chaque regard la ramenait à sa différence, à sa simplicité qui contrastait avec l'opulence environnante. Pourtant, elle redressa les épaules. Sa tante avait raison. Elle était ici pour représenter les artisans d'Aubenas, tous ces gens qui créaient de belles choses avec leurs mains et leur cœur. Elle ne devait pas avoir honte de ses origines. « Les fleurs sont ce qu'il y a de plus beau au monde », dit-elle avec une assurance retrouvée. « Elles apportent de la joie dans les moments les plus sombres et embellissent les plus beaux. » Monsieur Garcin lui adressa un clin d'œil complice. « Bien dit, ma chère. » Après le plat principal, l'orchestre commença à jouer et quelques couples se dirigèrent vers la piste de danse aménagée au centre de la salle. Élise observait les danseurs évoluer avec grâce, leurs mouvements parfaitement synchronisés. « Vous dansez ?» lui demanda madame Dubois. « Un peu », répondit Élise. « Ma tante m'a appris quelques pas de base. C'est magnifique de voir ces gens danser, » dit madame Verlaine. « On dirait qu'ils sont nés pour ça. » Ah ! Élise continuait d'observer la piste quand son regard croisa celui de l'homme qu'elle avait remarqué plus tôt. Mathis Delacroix la regardait directement, avec une intensité qui la surprit. Leurs yeux se rencontrèrent l'espace d'un instant,
et elle sentit son cœur faire un bond inexplicable. Puis il détourna le regard, et elle se demanda si elle n'avait pas rêvé cet échange silencieux. Élise essayait de se concentrer sur la conversation de sa table, mais son esprit revenait sans cesse à cet échange de regards. Avait-elle vraiment croisé les yeux de Mathis Delacroix, ou était-ce le fruit de son imagination? Elle n'osait plus regarder dans sa direction, de peur de paraître indiscrète. L'orchestre entama une valse, et plusieurs couples se levèrent pour rejoindre la piste. Les robes virevoltaient sous les lustres, créant un spectacle féerique. Élise regardait avec fascination ces danseurs évoluer avec une grâce naturelle, comme s'ils avaient appris à danser avant même de savoir marcher. « Mademoiselle Laurent », dit soudain une voix masculine derrière elle. Élise se retourna et découvrit un homme d'une quarantaine d'années, élégant dans son smoking, qui lui souriait avec bienveillance. « Je suis Henri Moreau, directeur de la Fondation Esperanza. Madame Dubois m'a dit que vous représentiez les artisans d'Aubenas ce soir. »« C'est exact, monsieur Moreau. Formidable. J'aimerais beaucoup vous présenter à quelques-uns de nos mécènes. Ils sont toujours très intéressés par l'artisanat local. » Élise jeta un coup d'œil à Madame Dubois, qui l'encouragea d'un signe de tête. Elle se leva et suivit Henri Moreau à travers la salle. Il la présenta à plusieurs personnalités influentes, des collectionneurs d'art, des dirigeants d'entreprises, des notables lyonnais. « Voici Élise Laurent », disait-il à chaque présentation. Elle travaille dans une floriculture à Aubenas et représente les artisans de sa région. Les réactions étaient variées. Certains semblaient sincèrement intéressés par son travail, lui posant des questions sur les spécialités artisanales de l'Ardèche. D'autres se montraient poliment distants, échangeant quelques mots de courtoisie avant de se tourner vers des conversations plus mondaines. Élise remarqua que plusieurs femmes la détaillaient de la tête aux pieds, leur regard s'attardant sur sa robe avec une expression difficile à interpréter. Elle entendit des chuchotements sur son passage, des bribes de conversation qui lui parvenaient malgré le brouhaha ambiant. « Vous avez vu cette robe? Elle doit dater des années 60. Charmant dans le genre rétro, mais un peu décalé pour ce genre d'événement. De Tussem, elle a l'air gentille, cette petite, mais elle fait vraiment provinciale. » Chaque commentaire était comme une épingle qui se plantait dans sa confiance. Élise sentait ses joues s'empourprer et sa respiration devenir plus courte. Elle avait l'impression d'être un objet de curiosité, quelque chose d'attendrissant mais déplacé. « Excusez-moi, » dit-elle à Henri Moreau. « Je vais retourner à ma table. »« Bien sûr, mademoiselle Laurent. Merci d'être venue ce soir. » Elle se dirigea vers sa table, mais au lieu de s'asseoir, elle continua vers les grandes fenêtres qui donnaient sur la terrasse. Elle avait besoin d'air frais, d'un moment de solitude pour retrouver son calme. La terrasse était presque déserte, seuls quelques invités y fumaient, en discutant à voix basse. Élise s'appuya contre la balustrade et regarda la ville scintiller en contrebas. La Saône coulait paisiblement, ses eaux reflétant les lumières des quais. « C'est beau, n'est-ce pas ?» Élise sursauta et se retourna. Un homme se tenait à quelques mètres d'elle, une coupe de champagne à la main. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser qui il était. Mathis Delacroix. Il était encore plus impressionnant de près. Grand, élégant, avec des traits fins mais masculins. Ses yeux d'un gris-bleu intense la regardaient avec une curiosité bienveillante. Il avait desserré légèrement son nœud papillon et ses cheveux étaient un peu ébouriffés par le vent. « Excusez-moi, » balbutia Élise, « je ne savais pas que quelqu'un était là. »« Ne vous excusez pas, j'étais là avant vous, mais j'ai eu la même idée que vous, prendre l'air. » Il s'approcha et s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Les soirées comme celle-ci peuvent être étouffantes, » dit-il avec un sourire en coin. Élise ne savait pas quoi répondre. Elle était face à l'homme le plus en vue de la soirée, celui dont tout le monde parlait avec une admiration mêlée de crainte. « Vous êtes Élise Laurent, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Vous me connaissez ? Henri Moreau vous a présenté tout à l'heure. Les artisans d'Aubenas, si je me souviens bien. » C'est exact. Élise se sentit obligée d'ajouter « Je travaille dans une floriculture. Les fleurs. » Il sembla réfléchir. « J'imagine que c'est un métier qui demande beaucoup de patience et de délicatesse. » « Oui, en effet.
Chaque fleur a sa personnalité, ses besoins. Il faut apprendre à les comprendre. Matisse hocha la tête, comme si cette réponse l'intéressait vraiment. « Et vous aimez ce que vous faites ?»« J'adore. » La sincérité d'Élise transparaissait dans sa voix. Il n'y a rien de plus beau que de voir le visage d'une personne s'illuminer quand elle reçoit des fleurs. Un silence confortable s'installa entre eux. Élise se détendit légèrement, surprise par la simplicité de leur échange. « Votre robe ?» dit-il soudain. « Elle est très élégante. » Élise baissa les yeux, embarrassée. « Elle est empruntée. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'événement. » « Empruntée ?» Il sembla surpris. « Peu importe, elle vous va parfaitement. » À cet instant, la musique changea à l'intérieur. L'orchestre attaqua une valse lente et romantique. Matisse se tourna vers Élise et, à sa grande surprise, lui tendit la main. « Accepteriez-vous de danser avec moi ?» Élise resta bouche bée. Elle regarda sa main tendue, puis son visage. Il était sérieux. « Je ne sais pas très bien danser, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » dit-il avec un sourire qui transforma complètement son visage. « Nous apprendrons ensemble. » Sans vraiment réfléchir, Élise posa sa main dans la sienne. Ils retraversèrent la terrasse et entrèrent dans le salon. L'orchestre jouait toujours, et quelques couples dansaient encore sur la piste. Matisse guida Élise vers le centre de la piste. Dès qu'ils commencèrent à danser, les conversations s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers eux, et un murmure parcourut l'assemblée. Élise sentit son cœur s'affoler, mais cette fois, ce n'était pas de gêne. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La musique semblait s'amplifier autour d'eux, mais Élise n'entendait plus que les battements de son propre cœur. La main de Matisse sur sa taille était ferme, mais délicate, et elle sentait la chaleur de ses doigts à travers le tissu de sa robe. Ils commencèrent à bouger au rythme de la valse, et malgré sa nervosité, Élise découvrit qu'elle suivait naturellement ses pas. « Détendez-vous » murmura-t-il à son oreille. « Vous dansez très bien. » Autour d'eux, l'assistance les observait avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Élise pouvait sentir les regards braqués sur eux, entendre les chuchotements qui s'intensifiaient. Matisse Delacroix, qui danse. Depuis quand participe-t-il aux danses? Qui est cette fille? Elle n'est même pas de notre milieu. Mais étrangement, au lieu de l'embarrasser davantage, ses commentaires semblaient glisser sur elle. Dans les bras de Matisse, elle se sentait protégée, comme si une bulle invisible les entourait et les isolait du reste du monde. « Vous entendez ce qu'ils disent ?» demanda-t-elle à voix basse. « Non », répondit-il en la faisant tourner avec grâce. « Et vous non plus, vous ne devriez pas les entendre. » Élise leva les yeux vers lui. Son visage était concentré, mais pas tendu. Il y avait quelque chose de paisible dans son expression, comme s'il était exactement là où il voulait être. « Pourquoi m'avez-vous invité à danser ?» ne put-elle s'empêcher de demander. Matisse la regarda directement dans les yeux. « Parce que vous êtes la seule personne dans cette salle qui semble vraie. » Cette réponse surprit Élise. Vraie, authentique, naturelle. Il marqua une pause dans la danse, la tenant toujours contre lui. « Tout le monde ici joue un rôle, moi le premier. Mais vous êtes simplement vous-même. » La musique se termina, mais ils restèrent un moment immobiles au centre de la piste, comme suspendus dans le temps. Puis des applaudissements polis retentirent, et ils se séparèrent lentement. « Merci pour cette danse », dit Matisse avec une légère révérence. « Merci à vous », répondit Élise, encore étourdie par ce qui venait de se passer. Matisse la raccompagna vers sa table, mais au lieu de repartir immédiatement, il s'inclina vers Madame Dubois. « Madame, accepteriez-vous que j'emprunte Mademoiselle Laurent quelques minutes de plus? J'aimerais lui présenter quelques-uns de mes associés. » Madame Dubois, visiblement flattée d'être ainsi sollicitée par une personnalité si importante, acquiesça avec empressement. « Bien sûr, Monsieur Delacroix, Élise, c'est un honneur. » Matisse offrit son bras à Élise, qui l'accepta avec une grâce naturelle qu'elle ne se connaissait pas. Ils se dirigèrent vers une table où plusieurs hommes en smoking discutaient de sujets d'affaires. « Messieurs, dit Matisse en s'approchant, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Élise Laurent, qui représente les artisans d'Aubenas ce soir. »
Les présentations se firent dans les règles de l'art. Élise rencontra des directeurs de galeries d'art, des importateurs de produits de luxe, des responsables de chaînes hôtelières. À sa grande surprise, plusieurs d'entre eux se montrèrent sincèrement intéressés par l'artisanat ardéchois. « L'authentique revient à la mode », expliqua l'un d'eux. « Nos clients recherchent de plus en plus des produits avec une âme, une histoire. »« Exactement », renchérit un autre. « Le fait main, le local, la tradition, tout cela prend une valeur considérable. » Élise se surprit à parler avec passion de son travail, des artisans qu'elle côtoyait, des techniques ancestrales qui se transmettaient de génération en génération. Matisse l'écoutait attentivement, posant parfois des questions pertinentes qui montraient qu'il comprenait vraiment les enjeux. « Votre région a-t-elle des spécialités florales particulières ?» demanda-t-il. « Oh oui », s'anima Élise. « Nous avons des roses anciennes extraordinaires et la lavande sauvage des plateaux, sans compter les plantes aromatiques que cultivent les montagnards. Chaque terroir a ses secrets. Fascinant, murmura Matisse. J'aimerais beaucoup découvrir votre région un jour. » Cette remarque créa un petit silence. L'idée que Matisse Delacroix puisse venir à Aubenas semblait surréaliste à Élise. La soirée avançait, et progressivement, les invités commençaient à partir. Matisse ne quittait pas Élise, l'accompagnant de groupe en groupe, veillant à ce qu'elle soit toujours incluse dans les conversations. Petit à petit, l'attitude des autres invités envers elle changea. Si elle restait un objet de curiosité, c'était maintenant avec un respect mêlé d'envie. « Cette fille a réussi à captiver Matisse Delacroix », entendait-elle murmurer. « Elle doit avoir quelque chose de spécial. » Vers minuit, l'orchestre annonça le dernier morceau de la soirée. Sans hésiter, Matisse se tourna vers Élise. Une dernière danse. Cette fois, Élise accepta sans aucune hésitation. Ils retournèrent sur la piste et elle se sentit immédiatement à l'aise dans ses bras. Ils dansèrent en silence, savourant ces derniers moments ensemble. « Cette soirée a été inattendue, » dit finalement Matisse. « Pour moi aussi, » avoua Élise. « Je ne m'attendais pas à... » « À quoi ? À me sentir si bien dans un monde si différent du mien. » Matisse sourit. « Peut-être que nos mondes ne sont pas si différents que ça. » Quand la musique s'arrêta définitivement, ils se dirigèrent ensemble vers la sortie. Dans le hall, Matisse aida Élise à récupérer son châle. « Comment rentrez-vous à votre hôtel ?» demanda-t-il. « En taxi, je suppose. Laissez-moi vous raccompagner, mon chauffeur nous attend. » Élise hésita un instant, puis accepta. Ils sortirent du palais de la Bourse et montèrent dans une limousine noire aux vitres teintées. Le trajet jusqu'à l'hôtel d'Élise fut court, mais elle eut l'impression qu'il durait une éternité et se terminait trop vite à la fois. « Merci pour cette soirée extraordinaire, » dit-elle en descendant de la voiture. « Merci à vous, » répondit Matisse. « Vous m'avez rappelé pourquoi j'aime les vraies choses. » Il lui prit la main et y déposa un baiser délicat. « Bonne nuit, Élise. »« Bonne nuit, monsieur Delacroix. »« Matisse, » corrigea-t-il avec un sourire. « Appelez-moi Matisse. » Élise le regarda s'éloigner dans la nuit, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Cette soirée avait changé quelque chose en elle, mais elle ne savait pas encore quoi exactement. Élise se réveilla avec la sensation étrange d'avoir rêvé. Mais les détails de la soirée étaient trop précis, trop vivaces, pour n'être que le fruit de son imagination. La robe bleue était soigneusement suspendue dans l'armoire de sa chambre d'hôtel, et ses escarpins noirs gisaient près du lit, témoins silencieux de sa soirée extraordinaire. Elle se leva lentement, encore enveloppée dans cette atmosphère irréelle. Par la fenêtre, Lyon s'éveillait sous un soleil automnal. Les gens vaquaient à leurs occupations matinales, ignorant qu'à quelques rues de là, une jeune fleuriste d'Aubenas avait vécu la nuit la plus marquante de sa vie. Son téléphone portable vibra sur la table de nuit. Un message de sa tante Marguerite. « Comment s'est passée ta soirée, ma chérie? J'ai hâte de tout savoir. » Élise sourit et répondit « Tout s'est très bien passé. Je te raconterai tout à mon retour. » Comment expliquer à sa tante qu'elle avait dansé avec l'un des hommes d'affaires les plus influents de France? Comment décrire cette sensation d'être comprise, appréciée, dans un monde si éloigné du sien? Elle prit une douche et s'habilla de ses vêtements habituels, un jean, un pull en laine et ses baskets confortables.
En se regardant dans le miroir, elle eut du mal à croire que cette femme simple était la même qui avait évolué dans les salons dorés la veille. Après avoir pris son petit déjeuner dans le café de l'hôtel, elle décida de se promener dans Lyon, avant de prendre son train en fin d'après-midi. Elle voulait explorer cette ville qui l'avait tant impressionnée, découvrir ses rues commerçantes et ses marchés. Sur la place des terreaux, elle s'arrêta devant la fontaine Bartholdi et observa les passants. Des hommes en costume pressé se dirigeaient vers leurs bureaux, des femmes élégantes faisaient du shopping, des touristes photographiaient les monuments. Chacun semblait avoir sa place dans cette symphonie urbaine. Élise Laurent. Elle se retourna et découvrit une femme d'une trentaine d'années, impeccablement habillée, qui la regardait avec un sourire en coin. Elle mit quelques secondes à la reconnaître. C'était Isabelle, la rousse qui avait fait des commentaires désagréables sur sa robe la veille. « Bonjour, » dit Élise poliment. « Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. » Isabelle s'approcha, accompagnée de 2 autres femmes qu'Élise avait également vues au gala. « Vous faites du tourisme ?»« En quelque sorte, oui. Nous prenions un café là-bas, » dit Isabelle en désignant une terrasse chic. « Nous étions justement en train de parler de la soirée d'hier. Quelle surprise vous nous avez réservée !» Le ton était amical en surface, mais Élise percevait une pointe d'ironie. Les 2 autres femmes la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. « Vraiment, » continua Isabelle, « personne ne s'attendait à voir Mathis Delacroix danser. Et encore moins avec... vous voyez ce que je veux dire. »« Non, je ne vois pas, » répondit Élise calmement. « Oh, ne le prenez pas mal. » Isabelle rit, mais son rire sonnait faux. C'est juste que Mathis est très sélectif dans ses fréquentations habituellement. Il faut reconnaître que vous avez eu beaucoup de chance. Une des amies d'Isabelle renchérit. Il paraît qu'il n'avait jamais dansé lors d'un gala auparavant. Vous devez avoir quelque chose de spécial pour l'avoir séduit ainsi. Élise sentit une bouffée de colère monter en elle. Ces femmes parlaient de sa soirée avec Mathis comme s'il s'agissait d'un coup de chance, d'une anomalie passagère. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle avec dignité, « j'ai un train à prendre. »« Bien sûr, » dit Isabelle. « Bon retour dans votre... Comment s'appelle votre ville déjà ? Aubenas ?»« Exactement. » Élise s'éloigna d'un pas ferme, mais les paroles d'Isabelle résonnaient dans sa tête. « Vous avez eu beaucoup de chance. » Et était-ce vraiment tout ce que représentait cette soirée ? Un heureux hasard qui ne se reproduirait jamais ? Elle passa le reste de la matinée à déambuler dans les rues, mais la magie de la découverte s'était éteinte. Les commentaires d'Isabelle avaient semé le doute dans son esprit. Peut-être avait-elle mal interprété l'intérêt de Mathis. Peut-être n'était-elle qu'une curiosité passagère pour un homme habitué au luxe et à la sophistication. En début d'après-midi, elle retourna à son hôtel pour récupérer ses affaires. La robe bleue était soigneusement pliée dans sa valise, et elle caressa le tissu avec tendresse. Quoi qu'en disent les autres, cette robe avait été témoin d'un moment magique. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô ? Bonjour Élise, c'est Mathis. » Son cœur fit un bond. Comment avait-il eu son numéro ? Mathis ? Comment ? Henri Moreau m'a donné vos coordonnées. J'espère que cela ne vous dérange pas ? Non, pas du tout. J'ai passé une excellente soirée hier, et je me demandais, accepteriez-vous de déjeuner avec moi avant votre départ ? Élise regarda l'heure. Il était 14 heures, et son train partait à 17 heures. Oui, avec plaisir. Parfait. Où êtes-vous ? À l'hôtel Le Grand Lion, près de Bellecour. Je serai là dans 15 minutes. Élise raccrocha, le cœur battant. Mathis Delacroix l'appelait. Il voulait la revoir. Toutes les paroles venimeuses d'Isabelle s'évaporèrent d'un coup. Elle se regarda dans le miroir de la chambre. Ses vêtements décontractés contrastaient fortement avec sa tenue de la veille, mais elle n'avait pas le temps de se changer. De toute façon, si Mathis l'appréciait vraiment, ce ne serait pas pour ses toilettes. 15 minutes plus tard exactement, la réception l'appela pour l'informer qu'un monsieur Delacroix l'attendait dans le hall. Élise descendit, sa valise à la main, et découvrit Mathis assis dans un fauteuil, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche simple. Il était encore plus séduisant en tenue décontractée qu'en smoking. « Bonjour Élise » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Bonjour Mathis. Vous avez fait vos bagages ?»
Parfait, mon chauffeur va les déposer directement à la gare. Nous avons tout notre temps pour déjeuner. » Il la guida vers la sortie de l'hôtel où l'attendait effectivement la même limousine que la veille. « Où allons-nous » demanda Élise. « Dans un endroit que j'aime beaucoup, simple et authentique, comme vous. » Cette phrase chassa définitivement les doutes qu'avaient semés les commentaires d'Isabelle. Mathis l'avait appelée, il voulait passer du temps avec elle, et il l'appréciait telle qu'elle était. La voiture démarra, et Élise se laissa aller contre le siège en cuir, un sourire aux lèvres. Cette journée lui réservait peut-être encore des surprises. La limousine s'arrêta devant un petit restaurant, situé dans une rue tranquille du Vieux-Lyon. L'enseigne en bois, peint à la main, annonçait « Chez Mémère » et des jardinières fleuries ornaient la devanture. Rien à voir avec les établissements luxueux qu'Élise s'attendait à découvrir. « Voici mon secret le mieux gardé », dit Mathis en l'aidant à descendre de voiture. « Madame Perrin cuisine comme ma grand-mère, et son mari cultive lui-même ses légumes dans leur potager de Caluire. » Élise sourit, touchée par ce choix. « Vous venez souvent ici ?»« Dès que j'en ai l'occasion. C'est mon refuge quand j'ai besoin de simplicité. » Ils entrèrent dans le petit restaurant aux murs en pierre apparente. Une dizaine de tables recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs créaient une ambiance chaleureuse. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon et au tablier fleuri, s'avança vers eux avec un large sourire. « Monsieur Mathis !» s'exclama-t-elle. « Quelle bonne surprise !»« Bonjour, Madame Perrin, je vous présente Élise, une amie. »« Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous où vous voulez, mes chéris. » Aujourd'hui, j'ai préparé un pot-au-feu comme vous les aimez, monsieur Mathis, et une tarte aux poires, de notre jardin. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre qui donnait sur une petite cour pavée où poussaient des herbes aromatiques dans de vieux pots en terre cuite. « C'est charmant, » dit Élise en regardant autour d'elle. « On se croirait chez sa grand-mère. »« C'est exactement l'impression que je recherchais, » avoua Mathis. Dans mon travail, je suis constamment entouré de luxe, de sophistication, de protocole. Parfois, j'ai besoin de retrouver des choses simples et vraies. Madame Perrin leur apporta 2 verres de limonade artisanale et disparut en cuisine. Élise observa Mathis, frappée par le contraste entre l'homme qu'elle avait devant elle et l'image qu'elle s'était faite de lui. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle. « Bien sûr. » Hier soir, tout le monde semblait vous connaître, mais personne n'osait vraiment vous approcher. Pourquoi ? Mathis soupira et fit tourner son verre entre ses mains. Parce que je me suis construit une réputation de froideur qui me protège, mais qui m'isole aussi. Dans le monde des affaires, montrer ses émotions est perçu comme une faiblesse. Mais vous n'êtes pas froid du tout, observa Élise. Non, admit-il avec un sourire triste, mais très peu de gens le savent. Ma vie publique et ma vie privée sont 2 univers complètement séparés. Madame Perrin revint avec 2 assiettes fumantes de pot-au-feu accompagnées de légumes colorés. L'arôme qui s'en dégageait était réconfortant et familier. « Bon appétit, mes chéris !» Ils commencèrent à manger en silence, savourant la cuisine simple mais délicieuse. Élise se sentait de plus en plus à l'aise avec Mathis. Loin des regards indiscrets et des convenances du gala, elle découvrait un homme sensible et authentique. « Parlez-moi de votre travail, » dit Mathis. « Comment devient-on fleuriste ?»« Par amour des plantes, » répondit Élise spontanément. « Ma tante dit toujours que j'ai des mains vertes. Même enfant, je passais mes journées dans son jardin. Les fleurs me parlent, en quelque sorte. » « Elles vous parlent. » Élise rougit légèrement. « Cela doit vous paraître étrange. »« Pas du tout. »« Continuez. » Eh bien, chaque fleur a sa personnalité, ses besoins, son langage. Une rose qui s'épanouit vous dit qu'elle est heureuse. Un lys qui se fane vous appelle au secours. C'est comme une conversation silencieuse. Mathis l'écoutait attentivement, fasciné par sa passion. « Et dans votre floriculture, vous créez des bouquets ?»« Oui, mais pas seulement. Je conseille aussi les clients pour leur jardin. J'organise la décoration florale pour les mariages, les baptêmes. Chaque occasion a ses fleurs particulières. Vous devez connaître beaucoup de secrets alors, dit Mathis avec un sourire taquin. Comment cela? Les fleurs qu'un homme offre à une femme, celles qu'on choisit pour un mariage, pour des funérailles. Vous êtes témoin de tous les moments importants de la vie des gens. Élise n'avait jamais envisagé son travail sous cet angle. C'est vrai, en quelque sorte. Je suis un peu la confidente des moments d'émotion.
Et vous? Demanda Matisse après une pause. Quelqu'un vous offre-t-il des fleurs? La question surprit Élise. Vous voulez dire un petit ami, par exemple? Non, répondit-elle simplement. À Aubenas, les hommes de mon âge sont partis chercher du travail en ville, et ceux qui restent, disons que nous n'avons pas grand-chose en commun. Cela ne vous manque pas? Élise réfléchit. Parfois. Mais j'ai ma tante, mes amis, mon travail. Ma vie est remplie. Était remplie, corrigea Matisse doucement. Pardon? Vous avez dit « ma vie est remplie », mais peut-être que maintenant... Il laissa sa phrase en suspens, et Élise sentit son cœur s'accélérer. Que voulait-il dire exactement? Madame Perrin arriva avec la tarte aux poires, interrompant ce moment de tension délicieuse. La pâtisserie était dorée à souhait, et les fruits caramélisés brillaient comme des bijoux. « Ma spécialité », annonça fièrement la cuisinière. « Les poires viennent de notre verger. » Ils dégustèrent la tarte en parlant de choses plus légères, les saisons, les traditions culinaires, les plaisirs simples de la vie. Matisse racontait son enfance chez ses grands-parents en Bourgogne, où il avait appris à apprécier la campagne et l'artisanat local. « Mes grands-parents étaient viticulteurs », expliqua-t-il. « Petite exploitation familiale, vendange manuelle, méthode traditionnelle. C'est là que j'ai compris la valeur du travail authentique. Qu'est-ce qui vous a mené vers les affaires, alors ?» Le visage de Matisse s'assombrit légèrement. « Mon père, il avait d'autres ambitions pour moi. L'empire de la Croix devait être perpétué, agrandi. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez faire? Architecte, avoua-t-il. Créer des espaces beaux et fonctionnels. Mais le destin en a décidé autrement. » Élise perçut une note de mélancolie dans sa voix. Derrière la réussite apparente, elle devinait des renoncements, des rêves abandonnés. « Il n'est jamais trop tard, dit-elle spontanément. Vous croyez? Ma tante dit toujours qu'il faut écouter son cœur, même quand il nous mène sur des chemins inattendus. » Matisse la regarda longuement. « Votre tante semble être une femme sage. » « Elle l'est. » Élise consulta sa montre et sursauta. « Mon train, il part dans 1 heure. »« Ne vous inquiétez pas, » la rassura Matisse. « Mon chauffeur vous conduira à la gare. » Il régla l'addition, malgré les protestations d'Élise, et ils prirent congé de Madame Perrin, qui les gratifia d'un clin d'œil complice. Dans la voiture qui les menait vers la gare, un silence confortable s'installa entre eux. Élise regardait Lyon défiler par la fenêtre, consciente que ce moment touchait à sa fin. La gare de Lyon-Pardieu bouillonnait d'activité en cette fin d'après-midi. Des voyageurs pressés se croisaient dans tous les sens, tirant leurs valises et consultant leur téléphone. Matisse accompagna Élise jusqu'au quai, portant lui-même sa modeste valise, malgré ses protestations. « Vous n'avez pas besoin de... » commença-t-elle. « Laissez-moi faire, » l'interrompit-il avec un sourire. « C'est bien le moins que je puisse faire. » Ils trouvèrent le wagon d'Élise et s'arrêtèrent devant la porte. Autour d'eux, les adieux se multipliaient. Des familles qui se séparaient, des couples qui s'embrassaient, des amis qui se promettaient de se revoir bientôt. « Voici votre carrosse, Cendrillon, » dit Matisse avec une pointe d'humour mélancolique. Élise sourit tristement. « Et minuit a sonné. »« Pas tout à fait. » Il regarda sa montre. « Il nous reste encore quelques minutes. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non exprimées. Élise ne savait pas comment dire au revoir à cet homme qui avait bouleversé sa vie en l'espace de 24 heures. « Matisse, » dit-elle finalement, « je voulais vous remercier. Pour hier soir, pour aujourd'hui. Vous m'avez fait vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est moi qui devrais vous remercier, » répondit-il. « Vous m'avez rappelé qui j'étais vraiment, sous toutes ces couches de responsabilités et d'apparence. » Le contrôleur annonça que le train allait partir dans 2 minutes. Les derniers voyageurs montaient en hâte. « Il faut que j'y aille, » murmura Élise. Mais elle ne bougeait pas. « Oui, » dit Matisse, mais lui non plus ne semblait pas prêt à la laisser partir. Impulsivement, il prit ses mains dans les siennes. « Élise, je... »« Oui? Est-ce que je peux vous revoir? Je sais que nos vies sont très différentes, que nous habitons loin l'un de l'autre, mais... » Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Vous voulez vraiment me revoir? »« Plus que tout. »« Alors oui, » dit-elle dans un souffle. Il serra ses mains plus fort. « Je trouverai un moyen. Je ne sais pas comment, ni quand, mais je trouverai un moyen. » Le sifflet du chef de gare retentit. Il fallait vraiment partir maintenant. Monter,
dit Mathis, en l'aidant à gravir les marches du wagon. Élise se retourna une dernière fois. Au revoir, Mathis. À bientôt, Élise. Elle s'installa près d'une fenêtre et le vit rester sur le quai jusqu'à ce que le train s'ébranle. Il agita la main et elle répondit à son geste jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la courbe des rails. Le voyage de retour vers Aubenas lui parut interminable. Élise regardait défiler les paysages qu'elle avait admirés la veille, mais son esprit était ailleurs. Elle revivait chaque moment passé avec Mathis, leur première danse, leur conversation sur la terrasse, le déjeuner chez Mémère, ses regards, ses sourires, ses paroles. Était-ce réel? Avait-elle vraiment vécu cette histoire incroyable? Mathis Delacroix, l'homme le plus en vue du gala, lui avait-il vraiment dit qu'il voulait la revoir? Son téléphone vibra. Un message. « Merci pour ces 2 jours extraordinaires. Vous me manquez déjà, monsieur. » Élise sourit et serra son téléphone contre son cœur. C'était bien réel. Le train arriva en gare de Montélimar alors que le soleil se couchait. Élise prit la correspondance pour Aubenas et 1 heure plus tard, elle retrouvait sa petite ville natale. Tout lui semblait étrangement familier et étranger à la fois, comme si elle revenait d'un long voyage dans le temps. Sa tante Marguerite l'attendait sur le quai, le visage rayonnant d'impatience. « Ma chérie !» s'exclama-t-elle en la prenant dans ses bras. « Alors, raconte-moi tout. Comment s'est passé ce gala ?»« C'était... » Élise chercha ses mots. « C'était magique, tante Marguerite. » Pendant le trajet en voiture vers la maison, Élise raconta sa soirée en omettant volontairement certains détails. Elle parla du palais de la Bourse, de l'élégance des invités, de l'orchestre, mais elle garda pour elle les commentaires désagréables sur sa robe et surtout sa rencontre avec Mathis. « Et la robe ?» demanda Marguerite. « Elle t'allait bien ?»« Parfaitement. Tout le monde l'a remarqué. Ce n'était pas un mensonge, techniquement. » De retour à la maison, Élise aida sa tante à préparer le dîner. L'atelier de couture, avec ses étoffes colorées et ses machines familières, lui parut à la fois réconfortant et étonnamment petit après les fastes de Lyon. « Tu as l'air différente », observa Marguerite en la regardant attentivement. « Différente comment ?»« Plus rayonnante, comme si quelque chose avait changé en toi. » Élise baissa les yeux vers les légumes qu'elle était en train d'éplucher. Sa tante avait toujours eu un don pour lire dans ses pensées. « Le voyage m'a fait du bien, c'est tout. »« fit Marguerite avec un sourire entendu. « Si tu le dis. » Après le dîner, Élise monta dans sa chambre et sortit la robe bleue de sa valise. Elle la suspendit avec précaution et la contempla longuement. Cette robe avait été le témoin de sa transformation, l'accessoire de sa métamorphose temporaire. Son téléphone sonna. Mathis. « Bonsoir, Élise. Vous êtes bien arrivée ?»« Oui, il y a 1 heure. » Sa voix trahissait sa joie d'entendre la sienne. « Parfait. Je voulais m'assurer que tout s'était bien passé. Le voyage s'est très bien déroulé. Et vous, vous êtes rentré chez vous ? Oui, dans mon appartement lyonnais, mais j'avoue qu'il me semble bien vide ce soir. » Élise sentit son cœur fondre. « À moi aussi, ma maison me semble différente. » Élise. « Oui, j'ai réfléchi pendant tout le trajet. Je sais que ce que je vais vous dire peut paraître précipité, mais accepteriez-vous que je vienne vous voir à Aubenas ? Le week-end prochain, par exemple ?» Élise faillit lâcher son téléphone. « Vous voulez venir ici ? Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais voir votre monde, comprendre d'où vous venez. Mais... Et votre travail, vos obligations ? J'ai le droit de prendre quelques jours de congé, non ?» Élise ferma les yeux, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. Mathis Delacroix voulait venir à Aubenas pour la voir. « Oui, dit-elle finalement. Oui, j'aimerais beaucoup que vous veniez. Alors c'est décidé. Je vous rappelle demain pour organiser les détails. D'accord. Bonne nuit, Élise. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Mathis. » Élise raccrocha et se laissa tomber sur son lit, submergée par l'émotion. Dans quelques jours, Mathis serait ici, dans sa maison, dans sa vie quotidienne. Comment allait-elle expliquer cela à sa tante, à ses amis, à toute la ville? Mais pour l'instant, elle ne voulait penser qu'à une chose. Il allait revenir. Les jours qui suivirent passèrent dans un mélange d'excitation et d'angoisse. Élise reprit son travail à la floriculture, mais elle avait du mal à se concentrer.
Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Chaque client qui entrait lui rappelait que Matisse allait bientôt découvrir son univers quotidien. « Tu es dans la lune depuis ton retour », observa Madame Rousseau, en la voyant rater pour la 3e fois l'arrangement qu'elle était en train de composer. « Ce gars-là t'a vraiment marqué ?»« Un peu », admit Élise. « C'était très différent de ce que je connais. Raconte-moi. Je veux tout savoir sur les robes, les bijoux, les petits fours. » Élise sourit et se lança dans une description enthousiaste de la soirée, en omettant soigneusement les épisodes les plus personnels. Madame Rousseau l'écoutait avec ravissement, posant 1000 questions sur les détails. Et il y avait des personnalités importantes? Oui, beaucoup. Des entrepreneurs, des artistes. Tu as parlé avec eux? Quelques-uns, oui. Ils étaient intéressés par l'artisanat de notre région. Ce n'était pas faux, techniquement. Mais Élise ne pouvait pas raconter sa rencontre avec Matisse sans que toute la ville soit au courant dans l'heure qui suivait. Le mercredi soir, Matisse l'appela comme promis. « Bonsoir, Élise. Comment s'est passée votre journée ?»« Bien, merci. Et la vôtre ?»« Chargée, réunions, négociations, dossiers, la routine habituelle. Mais j'ai pensé à vous toute la journée. » Élise sentit ses joues s'empourprer. « Moi aussi, j'ai pensé à vous. » « Parfait. Pour ce week-end, j'ai tout organisé. J'arriverai vendredi soir et je repartirai dimanche. J'ai réservé une chambre à l'hôtel du centre-ville. » « L'hôtel des Cévennes ?» Élise ne put s'empêcher de sourire. « C'est le seul hôtel d'Aubenas, et il n'a que 12 chambres. »« Ah !» Matisse sembla amusé. « J'ai l'habitude des grandes villes. Aubenas va être un dépaysement total pour moi. »« Vous êtes sûr de vouloir venir ?» demanda Élise, soudain inquiète. « Ce n'est qu'une petite ville de province. Il n'y a pas de restaurant gastronomique, pas de théâtre, pas de... » « Élise, » l'interrompit doucement Matisse, « c'est exactement pour cela que je veux venir. Je veux découvrir votre monde, comprendre ce qui vous a façonné. Et puis, vous serez là. C'est tout ce qui compte. » Cette réponse fit fondre toutes les résistances d'Élise. « Dans ce cas, j'ai hâte de vous voir. Moi aussi. À vendredi. » Le jeudi matin, Élise se décida enfin à parler à sa tante. Elle la trouva dans l'atelier, en train de coudre un ourlet. « Tante Marguerite, j'ai quelque chose à vous dire. » Marguerite leva les yeux de son ouvrage, attentive au ton sérieux d'Élise. « Je t'écoute, ma chérie. Au gala, j'ai rencontré quelqu'un. » Ah, le visage de Marguerite s'illumina. « Je me doutais bien qu'il s'était passé quelque chose. Raconte-moi tout. » Élise s'assit sur le petit tabouret près de la fenêtre et commença son récit. Elle raconta sa gêne face aux commentaires sur sa robe, sa rencontre avec Matisse sur la terrasse, leur danse, leur déjeuner. « Et il s'appelle comment, ce prince charmant ?» demanda Marguerite avec un sourire tendre. « Matisse Delacroix. » Le sourire de Marguerite se figea. « Delacroix, tu es sûre ?»« Oui, pourquoi ?» Marguerite posa son ouvrage et regarda sa nièce avec gravité. Ma chérie, Matisse Delacroix est le PDG de Delacroix Industries. C'est l'un des hommes les plus riches de France. Je sais qu'il dirige une grande entreprise, mais... Élise, l'interrompit sa tante, Delacroix Industries, c'est un empire. Hôtel de luxe, maison de couture, parfumerie. Cet homme vaut des millions d'euros. Élise sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Et alors, ma petite fille, vous évoluez dans des mondes complètement différents. Que peut vouloir un homme comme lui, avec une fleuriste d'Aubenas? Cette question blessa Élise plus qu'elle ne l'aurait cru. Peut-être qu'il m'apprécie pour ce que je suis, tout simplement. Marguerite se radoucit immédiatement. Pardonne-moi, ma chérie, je ne voulais pas te blesser, c'est juste que j'ai peur que tu souffres. Il vient me voir ce week-end, annonça Élise. Ici, à Aubenas? Oui, il veut découvrir ma ville, ma vie. Marguerite resta silencieuse un long moment, réfléchissant. Puis elle se leva et vint serrer sa nièce dans ses bras. « Si tu es heureuse, alors je suis heureuse pour toi. Mais promets-moi d'être prudente. Les hommes comme lui ont des vies compliquées. Je vous le promets. » Le vendredi après-midi, Élise était dans un état de nervosité extrême. Elle avait changé de tenue 3 fois, rangé sa chambre, préparé un programme de visite pour Matisse. À 18h, son téléphone sonna. « Je viens d'arriver à l'hôtel, » dit la voix de Matisse. « Où puis-je vous retrouver ? Je peux venir vous chercher ?»
Aubenas n'est pas très grand, vous savez. Parfait. J'ai hâte de vous voir. 20 minutes plus tard, Élise poussait la porte de l'hôtel des Cévennes. L'établissement, avec sa façade en pierre et ses volets bleus, avait un charme désuet, mais authentique. Elle trouva Matisse dans le petit salon qui faisait office de réception, en train de discuter avec Monsieur Fabre, le propriétaire. « Ah, Élise !» s'exclama Monsieur Fabre. « Monsieur Delacroix me disait qu'il était votre ami. Comme c'est merveilleux !» Élise vit immédiatement que Monsieur Fabre était impressionné par son client. Matisse portait un jean et une chemise simple, mais sa prestance naturelle et sa voiture de luxe garée devant l'hôtel ne passaient pas inaperçues. « Bonsoir, Matisse, » dit-elle simplement. « Bonsoir, Élise. » Il s'approcha d'elle et l'embrassa délicatement sur les joues. « Vous êtes radieuse. Merci. Vous vous êtes installée? »« Oui, tout va bien. Monsieur Fabre m'a expliqué que vous étiez une célébrité locale depuis votre participation au Gala de Lyon. » Élise rougit. « Monsieur Fabre exagère. »« Pas du tout, » protesta l'hôtelier. « Toute la ville est fière de vous, mademoiselle Élise. » Matisse sourit, visiblement amusé par cette situation. « Dans ce cas, accepteriez-vous de me faire visiter cette ville qui a la chance de vous avoir ?» Ils sortirent de l'hôtel et se promenèrent dans les rues d'Aubenas. Élise montrait à Matisse les monuments historiques, le château des seigneurs d'Aubenas, l'église Saint-Laurent, les maisons Renaissance du centre ancien. Matisse écoutait avec attention, posant des questions pertinentes sur l'architecture et l'histoire locale. « C'est magnifique !» dit-il en admirant la vue depuis l'esplanade du château. « Ces pierres, cette lumière, il y a une authenticité ici que je ne trouve plus dans les grandes villes. Vous ne regrettez pas d'être venu ? » Au contraire, il se tourna vers elle et lui prit la main. « Je commence à comprendre d'où vient votre sérénité. » À cet instant, Élise aperçut Madame Martin, sa voisine, qui les observait depuis le petit café de la place. Elle fit mine de ne pas la voir, mais elle savait que dans 1 heure, tout Aubenas saurait qu'elle se promenait main dans la main avec un inconnu élégant. L'histoire prenait une nouvelle dimension. Le samedi matin, Élise emmena Matisse visiter la floriculture des pétales d'or. Madame Rousseau, prévenue de leur arrivée, avait revêtu sa plus belle robe et arrangé les compositions florales avec un soin particulier. « Monsieur Delacroix !» s'exclama-t-elle en les accueillant. « Quel honneur de vous recevoir dans notre modeste établissement !» Matisse serra poliment la main de la fleuriste, puis se dirigea vers les présentoirs. Il observa attentivement les arrangements, touchant délicatement les pétales, respirant les parfums. « C'est du très beau travail, » dit-il à Élise. « Ces compositions ont une âme qu'on ne trouve pas dans les grandes enseignes parisiennes. »« Élise a des mains d'or, » renchérit Madame Rousseau. « Elle sent ce que veulent les fleurs. » Matisse regarda Élise travailler sur un bouquet de roses anciennes et d'eucalyptus. Ses gestes étaient précis, délicats, presque rituels. Elle choisissait chaque tige avec soin, l'ajustait, la disposait selon une harmonie qu'elle seule percevait. « Vous pourriez m'apprendre » demanda-t-il soudain. Élise leva les yeux, surprise. « Vous voulez apprendre l'art floral ? Pourquoi pas ? J'aimerais comprendre ce qui vous passionne. » Madame Rousseau battit des mains. « Quelle excellente idée. Élise, montre-lui donc les bases. » Élise guida Matisse vers le comptoir de travail. Elle lui expliqua comment choisir les fleurs selon leur état, comment les préparer, comment créer un équilibre entre les couleurs et les textures. « Tenez, dit-elle en lui tendant une rose rouge, sentez d'abord, chaque fleur a son caractère. » Matisse porta la rose à ses narines et ferma les yeux. « Elle sent l'été, » dit-il après un moment. « Exactement, » s'enthousiasma Élise. « Cette variété évoque les jardins de grand-mère, les après-midi paresseux. » Ils travaillèrent ensemble pendant 1 heure. Matisse se révéla étonnamment doué, ses mains d'homme d'affaires trouvant une délicatesse inattendue dans la manipulation des tiges fragiles. « Voilà votre première création, » annonça Élise, en reculant pour admirer le bouquet qu'il venait de terminer. L'arrangement était simple mais harmonieux, quelques roses blanches, des branches d'eucalyptus et des baies rouges qui apportaient une note de fantaisie. « Il est pour vous, » dit Matisse en le lui tendant. Élise sentit son cœur fondre. « Merci, il est magnifique, pas autant que vous. Madame Rousseau,
Témoin de cet échange, s'éclipsa discrètement vers l'arrière-boutique, un sourire attendri aux lèvres. L'après-midi, Élise emmena Mathis découvrir les environs d'Aubenas. Ils montèrent au village perché de Voguet, classé parmi les plus beaux villages de France. Les maisons de calcaire blond se reflétaient dans les eaux paisibles de l'Ardèche, créant un tableau d'une beauté saisissante. « C'est irréel », murmura Mathis en contemplant le paysage. « Comment peut-on vivre ailleurs quand on a grandi ici ? C'est vrai que c'est beau, » admit Élise, « mais parfois, on a envie de découvrir le monde. » « Et vous, vous n'avez jamais eu envie de partir ?» Élise réfléchit. « Si, quand j'étais adolescente, je rêvais de Paris, de Londres, de grandes villes excitantes. Mais après la mort de mes parents, ma tante avait besoin de moi. Et puis, j'ai découvert que le bonheur ne dépend pas forcément du lieu où l'on vit. » Ils s'assirent sur un muret de pierre face à la rivière. Des canoës descendaient paisiblement le cours d'eau, leurs occupants riant et s'éclaboussant. « Vous avez raison, dit Mathis. J'ai voyagé dans le monde entier pour mes affaires. J'ai vu les plus beaux palaces, les plus belles vues. Mais je n'avais jamais ressenti cette paix. Cette paix, être simplement soi-même, sans masque, sans rôle à jouer. » Il prit la main d'Élise. « C'est ce que vous m'apportez, Élise. La simplicité, l'authenticité. » Le soir, ils dînèrent au seul restaurant un peu raffiné d'Aubenas, l'Escapade. Mathis avait insisté pour inviter également Marguerite, qui s'était d'abord montrée réticente avant d'accepter. « Alors, monsieur Delacroix, dit Marguerite après avoir goûté l'entrée, qu'est-ce qui vous amène vraiment dans notre petite ville ?» Élise retint son souffle, craignant que sa tante ne soit trop directe. « Votre nièce, » répondit simplement Mathis. « Elle m'a ouvert les yeux sur des choses que j'avais oubliées. Et que comptez-vous faire de cette révélation ?» Mathis posa sa fourchette et regarda Marguerite droit dans les yeux. « Madame Laurent, je comprends vos inquiétudes. Nos vies sont très différentes, c'est vrai. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Élise. Elle me donne envie d'être un homme meilleur. » « Les hommes disent souvent cela, » répliqua Marguerite. « Mais quand les contraintes de la vraie vie reviennent... » « Tante Marguerite, » intervint Élise, embarrassée. « Non, laissez, » dit Mathis. « Votre tante a raison d'être protectrice. » Il se tourna vers Marguerite. « Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Mon monde est complexe, exigeant. Mais je peux vous promettre que mes sentiments pour Élise sont sincères. » Marguerite étudia longuement le visage de Mathis, puis hocha la tête. « Je veux bien vous croire, mais faites attention à ma petite fille. Elle a déjà assez souffert. Je vous le promets. » La tension se détendit, et le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Mathis raconta des anecdotes amusantes sur ses voyages, et Marguerite partagea des souvenirs de l'enfance d'Élise. « Elle était déjà passionnée par les fleurs à 6 ans, » raconta Marguerite. « Elle parlait aux roses de mon jardin et prétendait qu'elles lui répondaient. »« Elle me répondait, » protesta Élise en riant. « Et elles vous répondent toujours ?» demanda Mathis, amusé. « Parfois, » avoua Élise, « vous allez croire que je suis folle. Au contraire, je trouve cela merveilleux. Dans mon métier, on a tendance à tout intellectualiser, à tout analyser. Vous gardez cette capacité d'émerveillement. » Après le dîner, Mathis raccompagna les 2 femmes chez elle. Sur le seuil, Marguerite serra la main de Mathis. « Merci pour cette soirée agréable, » dit-elle. « Vous êtes le bienvenu chez nous. »« Merci, Madame Laurent. Cela me touche beaucoup. » Quand Marguerite fut rentrée, Mathis et Élise restèrent seuls dans le petit jardin parfumé. « Votre tante est formidable, » dit Mathis. « Je comprends mieux d'où vous vient votre force. »« Elle vous apprécie, » observa Élise. « C'est rare, elle est très méfiante d'habitude. Tant mieux, j'ai besoin de son approbation pour... »« Pourquoi ?» Mathis prit les mains d'Élise dans les siennes. « Pour vous demander si vous accepteriez de me revoir, régulièrement. Malgré la distance, malgré nos différences. » Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. « Vous voulez qu'on se voie régulièrement ? Je veux apprendre à vous connaître vraiment, Élise. Je veux que vous fassiez partie de ma vie. »« Oui, » murmura-t-elle, « oui, j'aimerais cela aussi. » Il l'embrassa tendrement sous les étoiles de l'Ardèche. Ce fut leur premier vrai baiser, doux et plein de promesses. Le dimanche matin, Mathis devait repartir pour Lyon.
Élise l'accompagna jusqu'à sa voiture, garée devant l'hôtel des Cévennes. Ils avaient convenu qu'il reviendrait le week-end suivant et elle avait promis de lui rendre visite à Lyon dans la quinzaine. « Ces 2 jours ont été parfaits », dit Mathis en la serrant contre lui. « Vous m'avez montré un monde que je ne connaissais pas. Moi aussi, j'ai adoré vous faire découvrir ma vie, » répondit Élise. « J'ai hâte de vous revoir. Très bientôt, je vous le promets. » Il l'embrassa une dernière fois et monta dans sa voiture. Élise le regarda s'éloigner avec un mélange de tristesse et d'euphorie. Ces 3 semaines depuis le gala avaient été les plus intenses de sa vie. En rentrant chez elle, elle trouva sa tante dans la cuisine, en train de lire le journal local. Marguerite leva les yeux vers elle avec une expression inquiète. « Élise, ma chérie, il faut que tu vois ça. » Elle tendit le journal à Élise, qui découvrit en première page une photo d'elle et Mathis se promenant main dans la main sur l'esplanade du château. Le titre s'étalait en gros caractères. « Le PDG de Delacroix Industries en week-end romantique à Aubenas. » Élise sentit son sang se glacer. « Comment ont-ils... » « Lis l'article, » dit doucement Marguerite. Élise parcourut l'article avec un sentiment croissant d'horreur. Le journaliste racontait par le menu la visite de Mathis, décrivait leur idylle naissante, spéculait sur les intentions du milliardaire envers la modeste fleuriste. Il citait même des témoins, Monsieur Fabre de l'hôtel, des clients de la floriculture, des habitants qui les avaient vus ensemble. « Mais c'est de l'espionnage », s'indigna Élise. « C'est la rançon de la célébrité, ma petite », soupira Marguerite. « Dès que tu fréquentes quelqu'un d'important, ta vie privée devient publique. » Le téléphone d'Élise sonna. « Mathis, Élise, vous avez vu. Le journal local. Oui, je viens de le lire. Pas seulement le journal local. L'information a été reprise par plusieurs médias nationaux. Mon attaché de presse vient de m'appeler. » Élise s'assit lourdement sur une chaise. « Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre histoire intéresse les journalistes. Le PDG milliardaire et la fleuriste de province, c'est le genre de conte de fées moderne qui fait vendre. Mathis, je ne suis pas habitué à ça. Je sais, ma chérie. Moi non plus, je n'aime pas qu'on s'immisce dans ma vie privée. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se tasser. » Mais les choses ne se tassèrent pas. Au contraire, l'histoire prit une ampleur que ni Élise ni Mathis n'avaient anticipée. Dans l'après-midi, Élise découvrit que leurs photos faisaient la une de plusieurs sites internet de People. Les commentaires étaient partagés, certains trouvaient l'histoire romantique, d'autres se montraient cyniques. « Elle a touché le jackpot, la petite. Une autre qui veut épouser un riche. Cendrillon moderne. Mais pour combien de temps? Il va vite se lasser de sa provinciale. » Chaque commentaire était comme une gifle. Élise ferma son ordinateur et sortit prendre l'air dans le jardin de sa tante. Mais même là, elle n'échappa pas au regard. Madame Martin, la voisine, l'épiant depuis sa fenêtre. Monsieur Dupuis qui ralentissait en passant devant la maison avec sa voiture. Le lundi matin, quand elle arriva à la floriculture, une petite foule de curieux stationnait devant la boutique. Madame Rousseau l'accueillit avec un air préoccupé. « Oh, ma pauvre Élise, c'est la folie. Depuis ce matin, j'ai eu au moins 20 appels de journalistes qui voulaient vous parler. » « Des journalistes? » « Oui, et regardez dehors. Il y a même un photographe qui attend depuis 1 heure. » Élise jeta un coup d'œil par la vitrine et vit effectivement un homme avec un appareil photo qui surveillait l'entrée de la boutique. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle. « Ne pas leur parler » conseilla fermement Madame Rousseau. « Ces gens-là déforment toujours tout. » La journée fut un cauchemar. Élise ne put sortir de la floriculture sans être harcelée par des questions. « Comment avez-vous rencontré Mathis Delacroix? Allez-vous vous marier? Que pensez-vous de la différence de fortune ?» Elle finit par se réfugier dans l'arrière-boutique, laissant Madame Rousseau gérer les clients et écarter les journalistes. À Lyon, Mathis vivait la même pression médiatique. Son bureau était assiégé par les paparazzis et il avait dû annuler plusieurs rendez-vous. Mais contrairement à Élise, il était habitué à ce genre de situation. Ce qui l'inquiétait, c'était l'impact sur la jeune femme qu'il aimait. Il l'appela plusieurs fois dans la journée pour prendre de ses nouvelles. « Comment ça va ?»« Pas très bien, » avoua Élise. « Je ne peux plus sortir sans être photographiée. Et les commentaires sur Internet, ils sont horribles. Allez surtout pas lire les commentaires.
Ces gens ne nous connaissent pas. Mais Mathis, et s'ils avaient raison? Et si nous étions trop différents? Élise, ne dites pas ça. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre n'a rien à voir avec ce qu'écrivent les journaux. Le soir, la situation empira encore. Une émission de télévision consacra un sujet à leur histoire, avec des interviews d'habitants d'Aubenas et des analyses de spécialistes des relations entre milliardaires et femmes du peuple. Élise regardait l'émission avec un mélange de fascination et d'horreur. On la présentait comme une jeune femme simple et travailleuse, mais certains intervenants insinuaient qu'elle était une arriviste qui avait calculé son coût. « C'est insupportable !» dit Marguerite en éteignant la télévision. « Ces gens parlent de toi comme si tu étais un objet d'étude. » Le téléphone sonna. Encore un journaliste. Marguerite décrocha et raccrocha aussitôt. « Il faut que ça s'arrête !» dit Élise, au bord des larmes. « Ma chérie, » dit doucement Marguerite en s'asseyant près d'elle, « tu savais que ce ne serait pas simple avec un homme comme Mathis. Mais pas à ce point. Je ne pensais pas que les gens seraient si méchants. La célébrité a un prix. La question est, Mathis en vaut-il la peine ?» Élise réfléchit longuement avant de répondre. « Oui, je crois que oui. Mais j'ai peur que lui, il décide que moi, je n'en vaux pas la peine. » « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce que je ne lui apporte que des problèmes. Sa vie était tranquille avant moi. Sa vie était peut-être tranquille, mais était-elle heureuse ? Cette question résonna longtemps dans l'esprit d'Élise. Quand Mathis l'appela plus tard dans la soirée, elle lui posa directement la question qui la torturait. « Mathis, vous ne regrettez pas. Regrettez quoi ? De m'avoir rencontré. Cette médiatisation, c'est ma faute. Élise, regardez-moi. » Elle se dirigea vers le miroir du salon, son téléphone à la main, et croisa son propre regard. Ce cirque médiatique, c'est le prix à payer pour être avec moi. Je le savais, et je l'ai accepté. La vraie question est, est-ce que vous l'acceptez ? Je ne sais pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais sachez que quoi que vous décidiez, ces 3 semaines avec vous ont été les plus belles de ma vie. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle pesait le pour et le contre, déchirée entre son amour naissant pour Mathis et son besoin de tranquillité. Dehors, elle voyait parfois des phares de voitures ralentir devant la maison. Même chez elle, elle ne se sentait plus en sécurité. Le mardi matin, Élise prit une décision qui lui brisa le cœur. Elle appela Mathis avant qu'il ne parte au bureau. « Mathis, il faut qu'on parle. »« Bien sûr. Vous allez mieux ?»« Non. » Sa voix tremblait. « Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. » Un long silence s'installa au bout du fil. « Élise, cette pression, cette exposition, ce n'est pas moi. Je ne peux pas vivre comme ça. Ma chérie, écoutez-moi. Cette folie médiatique va se calmer. Dans quelques semaines, ils auront trouvé autre chose à se mettre sous la dent. Et après, Élise avait les larmes aux yeux. Il y aura toujours quelque chose. Vos galas, vos événements professionnels, votre monde. Je ne suis pas faite pour ça, Mathis. Vous êtes faite pour moi, dit-il doucement. C'est tout ce qui compte. Non. Élise ferma les yeux, puisant dans ses dernières forces. Vous méritez quelqu'un de votre milieu, quelqu'un qui sait naviguer dans votre univers, pas une petite fleuriste de province qui fait fuir vos relations d'affaires. Mes relations d'affaires peuvent aller au diable. Mathis, s'il vous plaît. Ne rendez pas les choses plus difficiles. Élise, ne faites pas ça, pas par peur. Ce n'est pas de la peur, c'est du réalisme. Elle mentait, et ils le savaient tous les deux. Au revoir, Mathis. Élise, attendez. Elle raccrocha avant qu'il puisse finir sa phrase, et éclata en sanglots. Marguerite, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, vint la prendre dans ses bras. « Ma petite fille, j'ai bien fait, n'est-ce pas ?» hoqueta Élise. « J'ai bien fait de rompre ?» Marguerite ne répondit pas immédiatement. Elle caressa les cheveux de sa nièce comme quand elle était enfant. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour toi, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mieux pour ton cœur. » Dans les jours qui suivirent, Élise sombra dans une mélancolie profonde. Paradoxalement, la pression médiatique diminua après l'annonce de leur rupture. Les journalistes se lassèrent rapidement d'une histoire sans suite et la vie d'Aubenas reprit son cours normal. Mais pour Élise, rien n'était plus normal.
Elle continuait à travailler à la floriculture, à sourire aux clients, à créer ses arrangements, mais c'était comme si une partie d'elle-même s'était éteinte. Les fleurs lui semblaient moins colorées, leur parfum moins enivrant. Mathis tenta de la rappeler plusieurs fois, mais elle ne décrocha jamais. Il lui envoya des messages qu'elle lisait, mais auxquels elle ne répondait pas. Chaque tentative de contact était une torture, mais elle s'obligeait à rester ferme dans sa décision. « Tu ne manges plus, tu ne dors plus », observa Marguerite au bout d'une semaine. « Ce garçon te manque, c'est évident. »« Ça passera », répondit Élise mécaniquement. « Tu es sûre que tu as pris la bonne décision ? Tante Marguerite, vous m'aviez vous-même mise en garde contre les hommes comme lui. C'est vrai, mais je l'ai vu avec toi, Élise. La façon dont il te regardait, ce n'était pas du calcul ou de la curiosité passagère. Cet homme t'aime vraiment. L'amour ne suffit pas toujours. Non, admit Marguerite, mais c'est un bon début. À Lyon, Mathis traversait la même épreuve. Il se noyait dans le travail, enchaînant les réunions et les voyages d'affaires pour ne pas penser à Élise. Mais chaque soir, dans son appartement luxueux et vide, il repensait à leurs moments ensemble, leur danse au gala, leur déjeuner chez Mémère, leur week-end à Aubenas. Henri Moreau, le directeur de la fondation Esperanza, lui rendit visite dans son bureau. « Mathis, vous avez une mine épouvantable. »« Merci Henri, c'est exactement ce qu'il me fallait entendre. Cette histoire avec la petite fleuriste, vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas ?» Mathis arrêta de consulter ses dossiers et regarda son ami. « Plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Alors battez-vous pour elle. Elle ne veut plus me voir. Elle a choisi sa tranquillité plutôt que moi. Ou plutôt, elle a eu peur et a pris une décision précipitée. » Henri s'assit en face de Mathis. « Vous savez ce que je pense? Cette fille vous a changé. Avant de la rencontrer, vous étiez brillant, mais froid. Maintenant, vous êtes vivant. Ne laissez pas la peur gagner. Que voulez-vous que je fasse? Que je débarque chez elle comme dans un mauvais film? Pourquoi pas? Parfois, les grands gestes sont nécessaires. » Mathis secoua la tête. Elle a été claire. Je dois respecter sa décision. Mais Henri avait semé une graine dans son esprit. Et si Élise avait simplement besoin de temps? Et s'il y avait un moyen de lui prouver que leur amour valait tous les sacrifices? À Aubenas, Élise recevait quotidiennement les mêmes questions de la part de ses proches. Madame Rousseau, Madame Clemenceau, qui était venue reprendre des nouvelles de sa robe, même le facteur s'inquiétait de la voir si pâle. « Cette histoire avec ce monsieur de Lyon, hasarda Madame Rousseau. Vous ne regrettez pas d'avoir... Enfin, vous voyez? Non, mentit Élise. C'était la bonne décision. Mais le soir, quand elle se retrouvait seule dans sa chambre, elle sortait parfois la robe bleue de son armoire et la regardait longuement. Cette robe qui avait été témoin de la nuit la plus magique de sa vie, cette robe qui représentait tout ce qu'elle avait gagné et perdu. 1 mois passa, puis 2. L'automne céda la place à l'hiver, et avec lui, la période la plus chargée pour une fleuriste. Les compositions de Noël, les centres de table pour les réveillons, les bouquets de gui et de houx. Élise se plongeait dans le travail avec une énergie désespérée, créant des arrangements d'une beauté saisissante, comme si elle versait toute sa tristesse et son amour perdu dans ses créations. « Vos compositions sont de plus en plus belles », observa un client régulier, « mais elles me rendent triste. Il y a quelque chose de mélancolique dedans. » Élise ne répondit pas, mais elle savait qu'il avait raison. Ses fleurs portaient désormais la marque de son chagrin. Un soir de décembre, alors qu'elle fermait la boutique, elle aperçut une silhouette familière qui l'attendait dehors. Son cœur s'arrêta. Mathis était là, devant la floriculture, vêtu d'un long manteau sombre. Il tenait un bouquet à la main, un arrangement simple mais magnifique qu'elle reconnut immédiatement, celui qu'il avait créé lui-même lors de sa visite. « Bonsoir, Élise. »« Mathis. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu vous dire quelque chose d'important. » Élise regarda autour d'elle, craignant que des curieux ne les observent, mais la rue était déserte. « Mathis, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. » « Non. » Il s'approcha lentement. « Vous avez dit ce que vous pensiez devoir dire. Moi, je n'ai pas pu vous dire l'essentiel. » Élise resta figée, le cœur battant. Mathis était là, devant elle, après 2 mois d'absence et de silence. Il avait l'air fatigué,
amaigrie, mais ses yeux gardaient cette intensité qu'elle n'avait jamais oubliée. « Mathis, je vous en prie. »« Non, Élise. Cette fois, vous allez m'écouter jusqu'au bout. » Il lui tendit le bouquet. « Vous vous souvenez de ça ?» Elle prit l'arrangement avec des mains tremblantes. Les fleurs étaient fraîches, identiques à celles qu'il avait assemblées lors de sa première visite. « Vous l'avez refait ? Chaque semaine depuis que vous m'avez quitté. Je vais chez un fleuriste de Lyon et je refais ce bouquet, encore et encore, pour ne pas oublier ce moment où j'ai appris à voir la beauté avec vos yeux. » Élise sentit les larmes monter. « Mathis, vous savez ce que j'ai réalisé pendant ces 2 mois ?» Il s'approcha encore et elle ne recula pas. « Que vous aviez raison, nos mondes sont différents, incompatibles même. » Ces mots frappèrent Élise comme une gifle. Il était venu pour confirmer leur rupture. « Mais, continua-t-il, j'ai aussi réalisé autre chose. Je me fiche de mon monde s'il ne vous contient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mathis prit une profonde inspiration. « J'ai démissionné de Delacroix Industries. » Élise écarquilla les yeux. « Vous avez... quoi ?» « J'ai vendu mes parts à mon frère cadet. Il dirigera l'entreprise mieux que moi. Moi, je vais reprendre mes études d'architecture. À 31 ans, c'est peut-être tard, mais ce n'est pas impossible. Mathis, vous ne pouvez pas renoncer à tout ça pour moi. Je ne renonce à rien. » Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Je choisis enfin ma vie au lieu de subir celle qu'on m'a imposée. Vous m'avez ouvert les yeux, Élise. Vous m'avez montré qu'il existait autre chose que le pouvoir et l'argent. » Élise était bouleversée. « Mais votre travail, votre position n'ont jamais fait mon bonheur. Vous, si. Ces 3 semaines avec vous ont été plus précieuses que mes 10 années à la tête de l'entreprise. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite clé. « J'ai acheté une maison. À Vals-les-Bains, à 20 minutes d'ici, une vieille bâtisse que je vais rénover moi-même. Mon premier projet d'architecte sera ma propre maison. » Élise n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Vous allez vivre ici, en Ardèche, si vous acceptez de me revoir, si vous me donnez une seconde chance. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. « Mathis, vous avez perdu la raison. Peut-être, mais regardez-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Est-ce que j'ai l'air malheureux ? Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens libre. Libre de choisir, libre d'aimer, libre d'être moi-même. Et si ça ne marche pas entre nous, vous aurez tout sacrifié pour rien. Et si ça marche ?» Il sourit, et ce sourire transforma son visage. « Alors j'aurai tout gagné. » Élise le regardait, incrédule. Cet homme avait renoncé à un empire pour elle. Il avait choisi de changer de vie entièrement plutôt que de renoncer à leur amour. « Vous êtes complètement fou, » murmura-t-elle, « fou amoureux. » Il caressa sa joue. « Élise, ces 2 mois sans vous ont été un enfer. Chaque matin, je me réveillais en espérant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Chaque soir, je me couchais en pensant à votre sourire, à votre rire, à la façon dont vous touchez les fleurs comme si elles étaient des êtres vivants. Moi aussi, vous m'avez manqué. » L'aveu lui échappa, spontané et sincère. « Terriblement. Alors pourquoi nous faire souffrir davantage ?» Élise hésitait encore. « Les gens vont dire que vous avez tout quitté pour une femme, que je suis responsable de... Les gens diront ce qu'ils voudront. » Mathis la prit dans ses bras. « La seule opinion qui compte pour moi, c'est la vôtre, et celle de votre tante qui m'a dit au téléphone que j'étais un imbécile si je vous laissais partir. Tante Marguerite vous a dit ça ? Entre autres choses peu flatteuses sur mon intelligence émotionnelle. » Malgré ses larmes, Élise sourit. « Elle vous a parlé au téléphone ? Tous les jours depuis 1 mois. Elle me donnait de vos nouvelles, me disait que vous dépérissiez, que vous ne mangiez plus, que vos fleurs étaient tristes. Cette vieille conspiratrice, » murmura Élise avec tendresse. « Elle m'aime bien, finalement. Elle dit que je suis assez fou pour vous mériter. » Ils restèrent un moment silencieux, serrés l'un contre l'autre dans la rue déserte. Élise respirait le parfum familier de Mathis, sentait la chaleur de son corps contre le sien. « Vous êtes vraiment sûre ?» demanda-t-elle enfin. « Sûre de vouloir tout recommencer ? Plus sûre que je ne l'ai jamais été de rien. Et moi, vous êtes sûre de me vouloir, moi ? Une petite fleuriste sans fortune, sans relation, sans... » Il l'interrompit d'un baiser. Un baiser passionné, désespéré, qui contenait toute la souffrance de leur séparation et tout l'espoir de leur retrouvaille. « Vous êtes tout ce que je veux.
murmura-t-il contre ses lèvres. Vous êtes ma rédemption, ma renaissance, ma vérité. Élise ferma les yeux et se laissa aller contre lui. Toutes ses résistances fondaient. Comment avait-elle pu croire qu'elle pourrait vivre sans cet homme? D'accord, chuchota-t-elle. D'accord, oui. Elle leva les yeux vers lui. Oui, Mathis, je veux essayer. Je veux que nous essayions. Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer sous les premières étoiles de cette soirée de décembre. Quand il la reposa, tous deux riaient et pleuraient à la fois. « Il va falloir que j'aille saluer votre tante, » dit-il. « Je lui ai promis de lui apporter des nouvelles. Elle sait que vous veniez ce soir? C'est elle qui m'a dit que vous fermiez toujours la boutique à 18 heures précises. » Élise secoua la tête, émue par cette complicité. « Venez, » dit-elle en prenant sa main. « Rentrons à la maison. » Ils remontèrent la rue, bras dessus, bras dessous, le bouquet serré contre le cœur d'Élise. Dans quelques minutes, ils pousseraient la porte de la maison où Marguerite les attendrait sans doute, avec un sourire malicieux et un dîner préparé pour 3. Demain, ils iraient visiter la maison de Vals-les-Bains. Ils feraient des projets, des rêves. Ils recommenceraient ensemble, sur de nouvelles bases, avec l'expérience de leur première séparation, pour les rendre plus forts. Mais ce soir, il suffisait d'être réunis. 1 an plus tard, la salle des fêtes d'Aubenas était méconnaissable. Des guirlandes de fleurs fraîches couraient le long des poutres apparentes, créant un plafond végétal d'une beauté saisissante. Des compositions florales aux couleurs chaudes ornaient chaque table, et l'air embaumait la rose ancienne et la lavande sauvage. Élise avait supervisé chaque détail de la décoration pour ce gala de bienfaisance organisé par la ville. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Marguerite en admirant le travail de sa nièce. « Tes arrangements n'ont jamais été aussi beaux. » Élise sourit en ajustant une dernière rose dans le bouquet principal. Elle portait la même robe bleue que lors du gala de Lyon, mais cette fois, Marguerite l'avait légèrement retouchée. Quelques détails modernes avaient été ajoutés. Une ceinture dorée qui soulignait sa taille, des manches légèrement raccourcies, une coupe qui épousait parfaitement sa silhouette. La robe avait gardé son âme d'autrefois tout en s'adaptant à l'Élise d'aujourd'hui. « Vous êtes éblouissante », dit une voix familière derrière elle. Élise se retourna et découvrit Mathis en smoking, mais pas n'importe lequel. Un modèle simple, élégant, sans ostentation. Il s'était adapté au code d'Aubenas tout en gardant sa prestance naturelle. « Vous n'êtes pas mal non plus, monsieur l'architecte », répondit-elle en nouant son nœud papillon. Mathis sourit. En 1 an, il avait complètement changé de vie. Il avait terminé sa formation accélérée en architecture et ouvert son cabinet à Privas. Sa première réalisation, la rénovation de sa propre maison à Vals-les-Bains, avait fait sensation dans la région. Plusieurs projets lui avaient été confiés. Une école maternelle écologique, un centre culturel, la réhabilitation d'un vieux moulin. Il avait retrouvé sa passion créatrice. « Les invités commencent à arriver », annonça Madame Dubois en entrant dans la salle. « Élise, Mathis, vous êtes prêts ?» Ce gala était différent de celui de Lyon, plus petit, plus convivial, mais non moins élégant. Élise et Mathis l'avaient organisé ensemble pour lever des fonds destinés à la création d'un jardin thérapeutique à l'hôpital d'Aubenas. L'idée était venue d'Élise, qui avait observé l'effet apaisant des fleurs sur les patients. Mathis avait conçu les plans bénévolement. Les invités entraient progressivement. Des notables de la région, des artisans, des commerçants, quelques personnalités lyonnaises que Mathis avait convaincu de faire le déplacement. Mais surtout, les gens d'Aubenas, le facteur en costume du dimanche, Madame Rousseau en robe de soirée, Monsieur Fabre qui avait fermé son hôtel pour l'occasion. « Regardez-moi ça », murmura Henri Moreau, venu spécialement de Lyon. « Votre petite ville a organisé un événement digne des plus grands. »« C'est le travail d'Élise », répondit modestement Mathis. « Elle a un don pour transformer les choses ordinaires en magie. » L'orchestre, composé de musiciens locaux dirigés par le professeur du conservatoire de Privas, entama les premières notes. Mathis se tourna vers Élise et lui tendit la main, comme il l'avait fait 1 an plus tôt. « M'accorderiez-vous cette danse, mademoiselle Laurent ?»« Avec plaisir, monsieur Delacroix. » Mais cette fois, quand ils s'avancèrent sur la piste, il n'y eut ni murmure de surprise, ni regard choqué.
Les applaudissements furent spontanés et chaleureux. Tout Aubenas connaissait leur histoire maintenant. Le millionnaire qui avait tout quitté par amour, la fleuriste qui l'avait conquis par sa simplicité. Ils étaient devenus le couple emblématique de la ville. « Vous souvenez-vous de notre première danse ?» demanda Matisse en la faisant tourner. « Comment pourrais-je l'oublier? J'étais terrorisé. Et maintenant, je suis chez moi. Avec vous, je suis toujours chez moi. » D'autres couples les rejoignirent sur la piste. Marguerite dansait avec Monsieur Garcin, le potier. Madame Rousseau tournoyait dans les bras du maire. Henri Moreau avait invité Madame Clemenceau, qui rayonnait de voir sa robe briller une fois encore sous les projecteurs. « J'ai quelque chose pour vous », dit Matisse pendant une pause entre deux morceaux. Il sortit un petit écrin de sa poche. Élise sentit son cœur s'arrêter. « Matisse, ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-il avec un sourire tendre. « Enfin, pas encore. Ouvrez. » Élise ouvrit l'écrin et découvrit un pendentif délicat, une petite fleur en or rose, aux pétales finement ciselés. Elle est magnifique. Elle représente la première fleur que vous m'avez appris à regarder vraiment. Cette rose que vous m'aviez fait sentir chez Madame Rousseau. Il accrocha le collier autour de son cou, ses doigts effleurant sa nuque, pour me rappeler le jour où j'ai commencé à voir le monde avec vos yeux. Matisse. Je sais que nous avons dit que nous prenions notre temps, que nous reconstruisions doucement, sans précipitation. Et je respecterai ce rythme aussi longtemps qu'il le faudra. Mais je voulais que vous sachiez, quoi? Que je vous aime, que je vous aimerai toujours, et que quand vous serez prête, si vous êtes un jour prête, je voudrais passer le reste de ma vie à vous rendre heureuse. Élise toucha le pendentif, émue aux larmes. Matisse, chut! Il posa un doigt sur ses lèvres. « Vous n'avez rien à dire maintenant. Profitez juste de cette soirée, de notre soirée. » L'orchestre reprit, et ils se remirent à danser. Autour d'eux, la fête battait son plein. Les rires fusaient, les conversations s'animaient, les enfants couraient entre les tables. C'était exactement le contraire du gala guindé de Lyon. Chaleureux, authentique, vivant. « Vous savez ce qui a changé ?» dit Élise. « Dites-moi. Cette fois, ce n'est pas vous qui me sauvez. Nous nous sauvons mutuellement. » Matisse resserra son étreinte. « Vous avez raison. Vous m'avez appris à vivre. J'espère vous avoir appris à rêver. » « Oh, vous m'avez appris bien plus que ça. » Élise sourit, malicieuse. « Vous m'avez appris qu'il ne faut jamais avoir honte de qui on est. » À minuit, quand les derniers invités furent partis et que la salle fut rangée, Élise et Matisse se retrouvèrent seuls sur la terrasse de la salle des fêtes. La ville dormait en contrebas, paisible sous les étoiles. « 1 an » murmura Élise. « Il y a 1 an exactement, j'avais l'impression que ma vie s'écroulait. Et maintenant j'ai l'impression qu'elle commence vraiment. » Matisse l'embrassa tendrement, et dans ce baiser, il y avait toute leur histoire. La robe empruntée, les commentaires moqueurs, leur première danse, leur séparation douloureuse, leur retrouvaille magique. « Merci » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Merci de quoi? D'avoir eu le courage de porter cette robe. Sans elle, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Élise rit doucement. « Cette robe, elle nous a vraiment changé la vie. »« Non, » corrigea Matisse, « c'est vous qui avez changé ma vie. La robe n'était qu'un prétexte pour que le destin nous réunisse. » Ils restèrent là, enlacés sous les étoiles d'Aubenas, sachant que leur histoire ne faisait que commencer. Demain, ils retourneraient à leur vie quotidienne, elle à sa floriculture, lui à ses projets d'architecture, mais ils le feraient ensemble, unis par un amour plus fort que les conventions sociales, plus profond que les apparences. La petite fleuriste et l'ancien millionnaire avaient prouvé qu'avec du courage et de l'authenticité, tous les contes de fées étaient possibles.